Le chemin des possibles par Lucie Marouki. Dédicace. À tous ceux qui ont, un jour, douté d'eux-mêmes. À ceux qui ont ressenti l'appel du changement mais ont hésité à faire le premier pas. À ceux qui ont connu la peur, l'incertitude, l'échec, mais qui ont choisi de continuer malgré tout. À ceux qui cherchent un sens, un chemin, une lueur dans l'obscurité. Ce livre est pour vous. Puissiez-vous y trouver l'inspiration nécessaire pour oser, rêver et avancer vers la vie qui vous attend. Le chemin est là. Il n'attend plus que vous. Avec toute ma gratitude. Chapitre 1. La lettre du destin. La lumière froide du matin se frayait un chemin à travers les magasins mal fermés, projetant des ombres obliques sur le parquet de l'appartement. Un réveil vibrait sur la table de nuit, un bourdonnement sourd qui emplissait la pièce, mais Max n'avait pas la force de tendre le bras pour l'éteindre. Il savait qu'un autre jour sans saveur l'attendait, rythmé par la monotonie d'un emploi qui ne le passionnait plus et des interactions mécaniques avec ses collègues. Il finit par se lever, traînant ses pas vers la cuisine. La cafetière ronronnait déjà, écho de son quotidien bien rodé. La radio, allumée par automatisme, diffusait les nouvelles du jour. Embouteillage, conflits politiques, météo maussade. Il haussa les épaules. Rien de nouveau. C'est alors qu'il la vit. Une enveloppe Kraft, posée sur la table en bois. Aucun timbre. Aucun nom. Juste une simple lettre, déposée là, au cœur de son quotidien. Un frisson parcourut son corps. Il se demanda, qui avait bien pu entrer chez lui. Un instant, il regarda autour de lui, comme s'il espérait surprendre un intrus tapi dans l'ombre. Rien que le silence. Il attrapa l'enveloppe du bout des doigts, il hésita un instant, puis il déchira l'enveloppe. Une seule feuille, pliée avec soin. En lettres noires, tracée d'une écriture nette et soignée, un message court mais percutant: si tu continues ainsi, tu passeras à côté de ta vie. Mais il existe un autre chemin. Max fronça les sourcils. Une mauvaise plaisanterie? C'est un canular d'un ami farceur? Pourtant, il n'y avait ni signature, ni indice sur l'expéditeur. Juste cette phrase, à la fois énigmatique et troublante. Son regard glissa sur le bas du papier. Une adresse y figurait, suivie d'une heure, le café des Horizons 18h. Pendant un long moment, il resta immobile, fixant le message comme s'il espérait qu'il disparaisse sous ses yeux. Max était de ces hommes que la routine avait anesthésiés. Chaque jour, il suivait le même itinéraire, métro bureau dîner télévision sommeil. Ses ambitions d'autrefois s'étaient érodées au fil des ans, remplacées par une lassitude qu'il ne cherchait même plus à combattre. Son travail dans une agence de marketing ne l'enthousiasmait pas. Des réunions interminables, des projets sans saveur, des supérieurs qui jonglaient entre des objectifs inatteignables et des discours vides de sens. Il n'en attendait plus rien. Sa relation avec Julie, sa compagne depuis 6 ans, n'était guère plus palpitante. Ils ne se disputaient pas, non. Ils avaient dépassé ce stade. Ils cohabitaient. Deux étrangers partageant un espace, des repas, quelques politesses. Mais les regards brûlants des débuts avaient disparu, remplacés par une indifférence feutrée. Ce matin-là, comme tous les autres, Julie quitta l'appartement après un bref « à ce soir ». Max répondit machinalement, sans lever les yeux de son café. La porte claqua. Il soupira. Puis son regard revint sur la lettre. Qui pouvait bien lui envoyer ça? Un collègue, pour le sortir de sa torpeur? Peu probable. Hugo, son ami d'enfance, adorait lui répéter qu'il se contentait d'une existence médiocre, mais il n'aurait jamais orchestré un tel stratagème. La journée passait dans une brume d'interrogation. Le message hantait ses pensées. Fallait-il s'y rendre? Et si c'était une arnaque? Une blague de mauvais goût? À 17h30, il se surprit à vérifier sa montre. Il fallait savoir. Le soleil commençait à décliner quand Max poussa la porte du café. Une clochette tinta au-dessus de lui. L'endroit avait une ambiance chaleureuse, un mélange de bois brut et de lumière tamisée. Quelques clients étaient éparpillés çà et là, plongés dans leur conversation ou absorbés par un livre. Un serveur l'accueillit d'un signe de tête. « Bonsoir, monsieur. Vous êtes attendu. » Max avait un léger sursaut.
Attends. L'homme sourit, énigmatique. Une personne a réservé une table pour vous. Suivez-moi. Max suit le serveur à travers la salle. Son cœur battait plus vite que d'ordinaire. Qui l'attendait ici? La table était au fond, près d'une grande baille vitrée. Mais lorsqu'il s'assit, il constate qu'il était seul. Un verre d'eau était posé devant lui, ainsi qu'une nouvelle enveloppe identique à la première. Toujours aucun expéditeur. Avec précaution, il l'ouvre. Tu as fait le premier pas. Bienvenue sur le chemin des possibles. Sous la phrase, une nouvelle adresse. Un lieu inconnu. Max inspire profondément. Son intuition lui soufflait qu'il venait de mettre les pieds dans quelque chose de bien plus grand que lui, mais il ignorerait encore qu'à partir de ce soir, plus rien ne serait comme avant. Chapitre 2. Le premier défi, affronter ses peurs. La journée se levait à peine quand Max, le cœur lourd de doute, se préparait à relever un défi qui le terrifiait plus que tout, parler en public devant une centaine de personnes. Le souvenir de la lettre énigmatique qui lui disait « Si tu continues ainsi, tu passeras à côté de ta vie ». Mais il existe un autre chemin, résonnait encore dans son esprit, amplifiant l'appréhension d'un destin qui l'appelait à changer radicalement. Dans la pénombre de son appartement encore endormi, l'esprit de Max vagabondait entre des souvenirs d'un passé où l'ambition brillait et un présent marqué par l'immobilisme. Chaque pas dans le couloir évoquait la monotonie d'un quotidien sans relief, chaque battement de cœur semblait murmurer l'inévitable confrontation avec ses pires angoisses. La silhouette du héros, jadis pleine de promesses, se trouve aujourd'hui engluée dans la peur du jugement et l'ombre d'un échec annoncé. Pourtant, ce matin-là, quelque chose changeait en lui. Une force discrète, presque imperceptible, poussait Max à sortir de son cocon. La rue, encore froide et silencieuse, lui offre un décor presque mystique, comme si l'univers lui-même conspirait pour le faire avancer. L'air frais semblait porter avec lui des murmures d'espoir et de renouveau. Sur le chemin de ce qui devait être le lieu de l'épreuve, était un amphithéâtre à l'atmosphère intimiste, c'est là que Max rencontra Gabriel. Ce dernier avait une figure singulière au regard empreint d'une sérénité conquise à la sueur de nombreuses scènes, se tenait devant un petit café où se mêlaient modernité et nostalgie d'un art vivant. Gabriel était un ancien comédien aux 1000 histoires, il avait troqué les planches pour les saignements. Son visage, marqué par des rides fines et un sourire rassurant, laissait transparaître la sagesse d'un homme qui avait lui-même affronté ses démons. « Max, tu es ici parce qu'une partie de toi aspire à se libérer de ces chaînes invisibles qui t'entravent. » déclare Gabriel d'une voix douce et posée, en posant une main amicale sur l'épaule de notre héros. Chaque mot semblait être choisi avec soin, une leçon en soi, transmise par un mentor qui avait appris à transformer la peur en moteur de transformation. Le dialogue s'engagea ainsi, tel un balai entre l'appréhension et l'espoir. Gabriel évoqua avec passion ses débuts sur scène, les tremblements incontrôlables et la voix qui se brisait sous l'émotion. Le véritable courage, expliqua-t-il, n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Max, les yeux brillants de larmes refoulées, écoutait chaque récit comme s'il en absorbait la force, la détermination et la magie. Pendant des heures, le mentor révéla des secrets intimes sur l'art oratoire, la respiration, l'ancrage dans le présent, la puissance des silences bien dosés et l'importance de se connecter sincèrement à l'auditoire. Gabriel incita Max à pratiquer des exercices de diction, à répéter des phrases qui, peu à peu, transformaient la crainte en une énergie communicative. Chaque répétition, chaque essai sur un ton hésitant se muait en une victoire sur soi-même. La préparation ne se limitait pas aux mots. Gabriel guida également Max dans des mises en situation improvisées, recréant l'ambiance d'un auditorium bondé. Dans une salle baignée d'une lumière tamisée et décorée de tentes aux couleurs apaisantes, un petit groupe d'amis, tous bienveillants et attentifs, fut convié à jouer le rôle d'un public exigeant. Les regards bienveillants de ses complices offriraient à Max la sensation d'être entouré et soutenu, un baume contre l'angoisse qui montait. Imaginez que chaque visage présent ici vous offre une part de son énergie positive, dit Gabriel avec conviction. Visualisez ces yeux qui vous admirent pour votre authenticité, pas pour la perfection de votre discours. Ainsi, au fil des répétitions, l'appréhension se transforme en une étrange forme de fierté. Le cœur, auparavant un tambour battant la chamade à l'idée de s'exposer, commençait à battre au rythme de l'espérance et du renouveau.
Les exercices se succédèrent dans une cadence presque hypnotique, d'abord des monologues intimes devant un miroir, puis des dialogues spontanés dans un cercle de confiance, et enfin des discours complets devant un public restreint. Chaque séance laissait Max plus confiant, chaque parole prononcée résonnait comme une petite victoire sur les ombres du passé. Gabriel, avec la rigueur d'un maître et la tendresse d'un ami, corrigeait les hésitations, applaudissait les progrès, et rappelait sans cesse que l'authenticité surpassait toute éloquence artificielle. Le soir précédant la grande épreuve, l'atmosphère autour de Max se chargeait d'une intensité nouvelle. L'appartement, habituellement silencieux et figé dans la routine, semblait vibrer d'une énergie subtile. Autour d'un dîner sobre, l'esprit de notre héros se mêlait aux conseils persistants de Gabriel, répétés dans le fond de son cœur. Chaque astuce, chaque technique se transformait en un rempart contre la peur qui tentait encore de s'immiscer. Une nuit, dans le calme feutré d'un sommeil agité, Max rêva d'un immense amphithéâtre. La scène, baignée de lumière dorée, se dressait devant une mer de visages attentifs. Dans ce rêve, la voix de Gabriel résonnait telle une mélodie rassurante, guidant chaque mot, chaque geste. Ce rêve, à la fois prémonitoire et apaisant, fut accueilli au réveil comme une confirmation que le destin lui offrait enfin une chance de renaître. Le jour J arrive. L'auditoire se massait dans un grand hall au décor contemporain et épuré, où chaque siège semblait conçu pour accueillir l'âme en quête d'inspiration. L'ambiance était électrique, presque palpable, mêlant appréhension et excitation. Max, vêtu d'un costume soigneusement choisi, un habit qui devait symboliser la Renaissance, s'avançait dans les coulisses, le cœur vibrant d'une énergie nouvelle. Avant de monter sur scène, l'esprit de notre héros se rappelle les enseignements de Gabriel. Chaque conseil, chaque mot prononcé lors des répétitions se transforme en un mantra intérieur. Affronte ta peur, transforme-la en force, et laisse parler la vérité de ton être. Un ultime regard vers les coulisses, une respiration profonde, et le moment décisif était arrivé. La porte de la scène s'ouvre dans un fracas d'applaudissements timides. Devant lui, une centaine de personnes aux visages variés, des sourires encourageants, des regards curieux, des expressions attentives formaient un océan humain d'émotions. Dans ce vaste espace, chaque regard semblait murmurer « Tu es capable ». Le silence se fit, lourd de signification, et l'instant s'étira comme suspendu dans le temps. Max s'avança vers le pupitre. La sueur perlait sur le front, chaque muscle se tendait, mais la voix, d'abord hésitante, se mit peu à peu à se déployer avec assurance. Les premières phrases, laborieuses et timides, se transformèrent en un discours sincère et poignant. Les mots, porteurs de sa vérité, se frayaient un chemin dans l'air, captivant l'attention de l'assemblée. L'auditoire, porté par la sincérité et la vulnérabilité de ce moment, écoutait avec une intensité palpable. Les minutes s'égrenaient dans une communion silencieuse. Max évoqua ses peurs, ses doutes, mais aussi l'espoir renaissant qui avait germé sous l'impulsion des conseils avisés de Gabriel. L'instant crucial vint lorsque, face aux regards émués. Encourageant, notre héros se sentit enveloppé par une énergie collective qui transcendait la peur. Chaque mot prononcé était un acte de courage, chaque silence, une affirmation de la puissance de l'authenticité. Au cœur de cette prestation, la transformation fut complète. Le trac, jadis redouté comme une phrase, se mua en une force créatrice, en une énergie communicative qui embrassait l'ensemble de l'assemblée. Les applaudissements, éclatants et spontanés, témoignaient de la réussite d'un exploit personnel d'une ampleur inouïe. Ce moment, suspendu dans le temps, marqua l'aboutissement d'un chemin semé d'obstacles, une victoire sur la peur qui avait longtemps dicté les règles d'une vie en demi-teinte. À la sortie de la salle, dans le halo doré du soir, Max fut accueilli par une effusion de félicitations et d'encouragement. Des inconnus, touchés par la sincérité du discours, viennent offrir quelques mots, partager leur propre histoire et exprimer leur gratitude pour l'inspiration. Le sentiment d'appartenance à une communauté bienveillante insuffle une nouvelle confiance, une certitude que le changement était non seulement possible, mais aussi contagieux. Gabriel, discret mais omniprésent, se place dans l'ombre de la scène, observateur avec une fierté mêlée d'émotion. Chaque peur surmontée est une victoire sur soi-même, murmura-t-il intérieurement, conscient que le chemin de la transformation est semé de petites lumières qui, ensemble, illuminent la route vers une vie plus authentique.
Dans les instants qui suivirent, lors d'une rencontre informelle en coulisses, les échanges entre le mentor et Max furent empreints de gratitude et de complicité. Les mots de Gabriel résonnèrent comme une promesse de nouveaux défis à venir, de nouvelles leçons à apprendre, et surtout d'une renaissance personnelle qui ne faisait que commencer. N'oublie jamais, confia Gabriel en posant une main chaleureuse sur l'épaule de Max, que la vraie grandeur réside dans l'acceptation de ses failles et la volonté de les transcender. De retour chez lui, après une telle épreuve, ce fut un moment de profonde introspection. Il se retrouva dans son appartement, le silence s'était installé. La résonance de la performance s'imposait comme un écho puissant du potentiel en sommeil depuis trop longtemps. Max, désormais animé par une force nouvelle, il prend conscience que l'épreuve avait ouvert une porte vers un monde de possibilités insoupçonnées. La transformation ne se limitait pas à la simple réussite d'un discours devant un public nombreux. Elle incarnait une réinvention complète, un choix radical de ne plus se laisser définir par la peur et l'autosabotage. Chaque mot prononcé sur scène avait réécrit, ne serait-ce qu'un peu, la narration d'une vie jadis terne, insufflant l'audace nécessaire pour imaginer un futur où le courage serait le maître mot. Au fil des jours qui suivent, des rencontres inattendues, des échanges sincères et des moments de réflexion profonde vinrent confirmer la métamorphose opérée dans cette journée décisive. Les enseignements de Gabriel, transmis avec une générosité rare, se propageaient dans l'âme de Max, comme une source intarissable de résilience et d'espoir. Chaque expérience, chaque instant vécu depuis cette première prise de parole contribuait à bâtir un édifice intérieur solide, capable de résister aux aléas d'un quotidien souvent cruel. La voix, jadis source de souffrance et de doute, devenait désormais le vecteur d'un message porteur de lumière, destiné à inspirer ceux qui, eux aussi, cherchaient à transcender leurs limites. Chapitre 3. Le pouvoir du présent. Max n'avait jamais envisagé un jour de séjourner dans un monastère. Pourtant, le matin où il recevait la nouvelle lettre, tout semblait limpide. Le silence est le miroir de l'âme. Pendant 7 jours, laisse-le te révéler qui tu es vraiment. Cette fois-ci, il n'y avait pas d'adresse de café ni d'instructions alambiquées. Juste un billet d'avion pour l'Inde, une carte avec des indications sommaires et un simple mot griffonné en bas du message. Ashram de Rishikesh, Swami Tenzin t'attend. Max sourit, nerveusement. Partir à l'autre bout du monde, pour que silence révèle son âme, lui semblait plus effrayant que de parler devant 100 personnes. Pourtant, une part de lui savait qu'il devait s'y rendre. Il ne pouvait plus ignorer cet appel au changement. Quelques jours plus tard, il atterrissait à Delhi, étourdi par l'agitation de la ville. Les klaxons incessants, les foules en mouvement, les couleurs éclatantes. Puis, après un long voyage en bus chaotant, il atteignit Rishikesh, berceau du yoga et de la méditation, niché au bord du Gange. Une silhouette l'attendait devant l'entrée de l'ashram, Swami Tenzin, vêtu d'une simple tunique safran, le visage serein. « Bienvenue, Max. À partir de maintenant, les mots ne te seront d'aucune utilité. » Le silence venait de commencer. Dès la première nuit, Max ressent un vertige étrange. 7 jours sans parler. Pas de téléphone. Pas de distraction. Seulement le bruit du vent, des cloches du temple et du chant des moines. Le silence ne l'effrayait pas seulement. Il le terrifiait. Les premiers repas furent une épreuve, des dizaines d'hommes et de femmes assis en tailleur, mangeant en silence. Personne ne se regardait. Personne ne brisait l'harmonie fragile du moment. Max observait ces visages calmes avec incompréhension. Comment pourrait-il être si serein ? Lui, en revanche, se sentait comme un lion en cage. Sa tête bourdonnait d'idées parasites. Que suis-je venu chercher ici ? Qu'est-ce que Julie pense de mon absence ? Que va-t-il se passer ensuite ? Le passé. Le futur. Son esprit vagabondait sans cesse, incapable de s'ancrer dans l'instant présent. Le soir venu, il s'allongea sur le fin matelas de sa chambre austère, les yeux fixés sur le plafond en bois. Le silence amplifiait ses pensées. Il avait cru que ce voyage lui apporterait immédiatement la paix intérieure, mais il comprenait à présent que le silence ne donnait pas de réponse. Il se forçait à écouter. Au bout de 3 jours d'isolement mental, Max était à bout. Il se leva à l'aube et chercha à trouver Swami Tenzin, déterminé à briser la règle du silence. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, le sage leva une main pour l'arrêter.
Tu cherches à comprendre, mais tu refuses d'écouter. Assieds-toi. Ils s'installèrent en tailleur sous un grand manguier, face au lever du soleil. Le maître posa devant eux un bol d'eau limpide. Regarde l'eau, Max. Que vois-tu ? Max haussa les épaules. Rien de particulier. Juste de l'eau. Swamitenzin plongea soudainement une main dans le bol et remua l'eau avec force. Et maintenant ? L'eau était trouble. Je ne vois plus rien ? Le maître cessa de remuer. Peu à peu, les particules de poussière retombèrent au fond du bol. L'eau redevint claire. Voilà ce qu'il se passe dans ton esprit. Max reste figé. Tant que tu es agité, tes pensées sont troubles. Mais lorsque tu cesses de lutter, la clarté revient d'elle-même. Le silence n'est pas ton ennemi. Il est le seul endroit où tu peux entendre ce que ton cœur a à te dire. Dès cet instant, Max changea d'approche. Plutôt que de lutter contre ses pensées, il a commencé à les observer. Il s'imprégna du chant des oiseaux, du parfum du jasmin, du craquement du bois sous ses pas. Pour la première fois de sa vie, il a vécu pleinement à chaque instant. Il participa aux méditations matinales, laissant ses doutes s'évaporer. Il suivit les séances de yoga, apprenant à synchroniser son souffle et ses mouvements. Son corps et son esprit s'alignaient. Peu à peu, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. C'était une paix profonde. Le dernier soir, Max s'assit au bord du Gange, face au crépuscule. Son esprit, d'ordinaire agité, était désormais calme. Il comprenait enfin que toute sa vie, il avait couru après des choses extérieures. Le travail, la reconnaissance, l'amour. Il avait cru que le bonheur se trouvait dans la validation des autres, dans les succès visibles. Mais ici, dans le silence du monastère, il réalisait qu'il y avait une vérité simple mais bouleversante. Le bonheur n'est pas dans le futur. Il n'est pas dans le passé. Il est ici et maintenant. Il contempla le fleuve sacré, laissant les derniers doutes se dissiper. Il n'avait pas besoin de parler. Au matin du 7e jour, Swamitenzin lui tendit une dernière lettre avant son départ. Max l'ouvre avec émotion. Le silence t'a offert une clé. Oseras-tu ouvrir la porte ? Sous cette phrase, une nouvelle adresse et un billet d'avion pour le Portugal. Son prochain défi l'attendait, apprendre à lâcher prise. Max esquissa un sourire. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais pour la première fois, cela ne l'inquiétait pas. Il était prêt. Chapitre 4. Prit l'art de lâcher. Les roues de l'avion touchèrent doucement la piste, prenant légèrement Max dans son siège. Il ouvra les yeux, bercé par la voix de l'hôtesse annonçant l'arrivée à Lisbonne. Son corps était là, mais son esprit flottait encore dans le calme du monastère de Rishikesh. Il effleura du bout des doigts la lettre que lui avait laissée Swamitenzin. Le silence t'a offert une clé. Oseras-tu ouvrir la porte ? Le billet pour le Portugal l'avait mené ici, sans trop savoir pourquoi. Il prit une grande inspiration et suit le flot des passagers hors de l'aéroport. Le soleil du Portugal frappait différemment. Plus chaud. Plus éclatant. L'air salin transportait une odeur de liberté, un appel vers un horizon qu'il ne connaît pas encore. Un homme en t-shirt bleu, la peau tannée par le soleil, l'attendait à la sortie. Il tenait une pancarte griffonnée au marqueur noir. Max surfe quand l'instructeur lui tendit une main ferme et souriante. Miguel. Bienvenue au début de ta vraie aventure. Max esquissa un sourire hésitant. Une aventure ? Il en doutait encore. Le surf camp était un lieu simple mais vibrant d'énergie. Des planches colorées alignées sur le sable, des jeunes venus du monde entier riant et s'aspergeant d'eau. Max observa l'océan. L'immensité le fascinait autant qu'elle l'effrayait. Les vagues se fracassaient contre la rive avec une force brute, indomptable. Miguel posa une main sur son épaule. La mer est comme la vie, amigo. Si tu essaies de la dominer, elle te rejettera. Mais si tu danses avec elle, elle t'emmènera plus loin que tu ne l'aurais imaginé. Max haussa un sourcil. Je ne suis pas ici pour philosopher, je veux juste apprendre à surfer. Miguel rit. Tu crois que c'est différent ? Max ne répondit pas. Ils s'échauffèrent sur la plage, mimant les gestes essentiels,
la posture, le mouvement de redressement, la flexion des genoux. Tout semblait si simple sur le sable. Mais dans l'eau, ce fut une toute autre histoire. La première tentative fut un désastre. Max paya laborieusement, tentant de se redresser sur la planche. Une vague sournoise le cueillit de plein fouet. Il fut projeté en arrière, aspiré sous l'eau, le sel brûlant ses yeux et son nez. Lorsqu'il refit surface, il toussa violemment, le cœur battant à tout rompre. Miguel, non loin de lui, souriait, les bras croisés. « Tu respires encore ?» Max lance un regard noir, essuyant l'eau de son visage. « À peine. »« Parfait. Tu viens de faire la première erreur de tout apprenti surfeur, vouloir trop contrôler. » Max regagna la rive, le corps lourd de fatigue. Il regardait les autres élèves, certains se levant avec aisance, d'autres chutant en riant. Il se demandait pourquoi eux y arrivent-ils et pas lui. Miguel vint s'asseoir à côté de lui. « Tu veux que je te dise ton problème, Max ? Dis-moi tout, grand maître de l'océan. Tu penses trop. » Max haussa un sourcil. « Comment ça ?» Miguel fit un geste vers l'eau. « La mer ne suit pas tes règles. Tu ne peux pas la pince à ta volonté. Plus tu lutteras, plus elle te rejettera. Accepter l'incertitude. Accepte que tu ne puisses pas tout prévoir. Fais confiance au mouvement. » Max resta silencieux. Il comprenait ce que Miguel voulait dire. Ce n'était pas qu'une leçon de surf. C'était une leçon de vie. Le lendemain, Max changea d'approche. Plutôt que d'anticiper chaque vague, il laissa son corps s'adapter. Il ne força pas. Il cessa de lutter. Et à la troisième tentative, il se leva. La planche glissa sous lui, portée par la vague, stable et fluide. Un instant d'éternité. L'océan l'acceptait enfin. Sur la plage, Miguel leva le poing en l'air. « Là, amigo. Là, tu surfes vraiment. » Max éclata de rire, les bras levés au ciel. Il venait de comprendre. Tout ce temps, il avait cherché à tout contrôler, son avenir, son travail, son couple. Il s'était accroché à des illusions de certitude, à des peurs qui le maintenaient immobile. Mais la vie, comme la mer, ne demande qu'une chose, qu'il se laisse porter. Ce soir-là, Max et Miguel s'assirent sur la plage, regardant le soleil sur l'océan. Miguel brise le silence. « Tu te rends compte que tout ce que tu viens d'apprendre ici s'applique à ta vie entière ?» Max acquiesça. « Oui. Je crois que j'ai passé ma vie à vouloir contrôler l'incontrôlable. »« Bienvenue dans le club des humains », a répondu Miguel avec un sourire. Max sentit une légèreté nouvelle en lui. Comme si un poids qu'il portait depuis des années venait de s'évaporer. Il plongea la main dans sa poche et sentit un bout de papier. Il fronça les sourcils et en sortit une nouvelle lettre. « Maintenant que tu as appris à lâcher prise, es-tu prêt à découvrir ce qui t'anime réellement ?» Et sous cette phrase, une nouvelle destination. Paris. Il sourit en fixant l'horizon. Pour la première fois, il ne se demande pas ce qu'il attendait. Il se contenta d'apprécier l'instant. Chapitre 5. La rencontre avec l'entrepreneur audacieuse. L'avion atterrit sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle sous un ciel gris, un contraste brutal avec les vagues dorées du Portugal. Max inspire profondément en regardant par le hublot. Il était revenu dans un décor familier, mais il savait qu'il n'était plus le même. Une nouvelle lettre l'attendait dans sa boîte email, une habitude à laquelle il commençait presque à s'habituer. « Tu as appris à lâcher prise. Maintenant, il est temps d'apprendre à voir plus grand. Ce soir, tu es attendu à un événement de réseautage. Ton défi, prendre la parole et présenter une idée. N'aie pas peur de viser haut. » Il a levé un sourcil. Lui, lanceur d'un projet devant des inconnus ? Mais quel projet ? Il n'avait aucune idée. L'événement se déroulait dans un hôtel de standing, en plein cœur de Paris. Dès qu'il franchit les portes vitrées, Max sentit une montée d'adrénaline. Partout, des groupes d'hommes et de femmes en tenues élégantes discutaient avec aisance, échangeant des poignées de main fermes, des regards complices. Le bruit des verres s'entrechoquait, le murmure des conversations et l'énergie des lieux formaient un contraste saisissant avec le silence du monastère ou la liberté des vagues. Ici,
Tout semblait millimétré, calculé. Une hôtesse lui tend un badge, Max entrepreneur, il ne put pas s'empêcher de sourire. C'était presque ironique. À peine entré dans la salle principale, une femme attira son attention. Sophia. Une silhouette élancée, une chevelure brune aux reflets dorés, une présence magnétique. Il la remarquait immédiatement. Elle discutait avec un petit groupe, captivant l'attention de tous. Son rire clair résonnait comme une note de musique entre deux phrases pleines d'assurance. Max, intrigué, s'approche discrètement. « Je parie que tu écoutes, mais que tu hésites à participer. » Il sursauta. Sophia l'avait fixé sans même tourner la tête. Il bafouilla. « J'essaie de comprendre de quoi vous parlez. » Elle lui tendit un verre de vin sans détourner son regard. « Nous parlons de rêves. Les tiens, par exemple. Qu'est-ce qui t'anime ?» Max reste sans voix. Qu'est-ce qui l'animait ? Il hésite. À vrai dire, il ne le savait pas vraiment. Il avait passé des années à survivre dans une routine sans saveur, puis les dernières semaines à suivre des défis qu'on lui imposait. Mais qu'est-ce qu'il voulait, lui ? Sophia haussa un sourcil, amusée. C'est drôle. On est prêt à parler de chiffres, de marché, d'opportunités, mais quand il s'agit de dire ce qui nous fait vibrer, on bloque. Max serra son verre entre ses doigts. Elle avait raison. Et toi ? Exigea-t-il. C'est quoi, ton rêve ? Son sourire s'élargit. Je suis déjà en train de le vivre. Curieux, Max lui demanda de raconter son parcours. Sophia avait été cadre dans une entreprise prestigieuse, avec un salaire confortable et une carrière toute tracée. Mais un jour, elle s'était réveillée avec une question brutale. Si je meurs demain, est-ce que j'aurais vécu la vie que je voulais ? La réponse n'avait pas été donnée. Alors elle avait tout quitté. Son job, son appartement luxueux, son train-train quotidien. Elle avait pris un billet d'avion sans retour et était partie en Asie, à la recherche de ce qui la faisait vibrer. C'est en Thaïlande qu'elle avait découvert une chose qui l'avait bouleversée, l'impact des croyances limitantes sur nos vies. Nous passons notre temps à nous répéter des phrases du type « Je ne suis pas assez bon, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas ce qu'il faut ». Et tu sais quoi ? On finit par les croire. Elle avait compris que la réussite ne dépendait pas du talent brut, mais de la manière dont on se voyait soi-même. Alors, elle était revenue en France et avait monté son entreprise, un programme pour aider les entrepreneurs à dépasser leurs peurs et à voir grand. Max était captif. Elle posa son verre, le regardant droit dans les yeux. « Et toi, Max ? Quelles sont vos croyances limitantes ? » Il reste silencieux. Elle venait de toucher un point sensible. La soirée avançait, et l'annonce d'un moment clé résonna dans les haut-parleurs. Nous allons maintenant inviter quelques participants à venir pitcher une idée sur scène. Qui osera relever le défi ? Max sentit un frisson parcourir son dos. C'était maintenant. Sophia le fixe. Tu vas commencer, viens. Il secoue la tête. Je n'ai rien préparé. Je n'ai même pas de projet. Elle sourit. Tout le monde ici a des idées, mais seuls ceux qui osent en parler les verront devenir réalité. Elle lui tendit la main. Monte sur scène et parle de ce que tu veux vraiment. Son cœur battait à tout rompre. Était-il prêt ? Il était face au moment de vérité. Il se leva, lentement, sous le regard de dizaines de personnes. Monta sur la scène, la lumière était plus forte. Le silence s'installe dans la salle. Il ferme les yeux. Pensa aux vagues du Portugal, au silence du monastère, à cette question qui le hantait depuis des années. Qu'est-ce que je veux vraiment ? À cet instant, il ouvre les yeux et parle. Il raconta son histoire. Son ancienne vie, son vide intérieur. Les défis qu'il avait relevés. Les transformations qu'il avait vécues. Puis, il osa dire ce qu'il n'avait jamais osé avouer, même à lui-même. Je veux écrire un livre. Un murmure parcourut l'assemblée. Je veux écrire un livre sur le courage d'oser. Sur l'art de se réinventer. Un livre pour ceux qui, comme moi, ont passé trop de temps à se sentir coincés. Il s'arrêta et un silence s'installa. Puis, les applaudissements éclatèrent.
Il venait d'avoir une révélation. Après la conférence, Sophia vint le retrouver. C'était puissant, Max. Parce que c'était vrai. Il sourit, encore tremblant. Tu avais raison. Je pensais que je n'avais rien à dire. Mais en réalité, j'ai simplement arrêté de me cacher. Elle posa une main sur son épaule. Bienvenue dans le monde de ceux qui osent. Le lendemain matin, une nouvelle enveloppe l'attendait sur sa table de nuit. Tu as trouvé ta voie. Maintenant, es-tu prêt à l'assumer? Il y avait une nouvelle adresse et un billet pour l'Inde. Max s'inspire profondément. Il n'avait maintenant plus peur et il était prêt à écrire son histoire. Chapitre 6. Le test de la solitude, un voyage en terre inconnue. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle bourdonnait de monde, un chaos ordonné où chacun semblait savoir exactement où il allait. Sauf Max. Assis dans la salle d'embarquement, il contemplait le billet dans sa main. New Delhi. Il n'y avait pas d'hôtel réservé. Pas de téléphone. Pas de contact sur place. Bref, rien pour le guider dans cette nouvelle aventure. Juste une note manuscrite sur le papier d'embarquement qui l'avait accompagné jusqu'ici. Le contrôle est une illusion. Pour trouver qui tu es, tu dois d'abord accepter de te perdre. Il soupira et glissa le billet dans sa poche. Jusqu'ici, chaque défi l'avait préparé à ce moment. À affronter ses peurs, apprendre à lâcher prise, découvrir ses croyances limitantes. Mais cette fois, il n'aurait aucun guide, aucun mentor pour lui expliquer quoi faire. Seulement lui, face à l'inconnu. L'atterrissage à Delhi fut un choc sensoriel. L'air chaud et chargé d'épices, le vacarme des klaxons, la foule qui se pressait autour des taxis. Le tumulte du monde s'abattait sur lui d'un coup. Sans téléphone, il n'avait pas de carte, pas d'application pour réserver une voiture. Suis ton instinct. Ces mots tournaient dans sa tête comme un mantra. Il s'approche d'un chauffeur de tuk-tuk et lui montra l'unique mot qu'il avait griffonné sur un bout de papier, Bénarès. Le chauffeur haussa un sourcil, surprise. Long voyage, monsieur. Très long. Max acquiesça. Il savait que Varanasi était la ville sacrée sur les rives du Gange, où des milliers de pèlerins se rendaient chaque année pour chercher la paix. Le chauffeur hésite, puis lui fit signer de monter. Tu es sûr de vouloir y aller ainsi, sans rien? Max lui répondit par un sourire. Car il n'avait jamais été aussi sûr de rien. Les premières heures furent exaltantes. Le vent chaud sur son visage, les odeurs de curry et d'encens, la musique vibrante des rues indiennes. Mais rapidement, l'inconfort s'installait. Sans téléphone, sans distraction, les heures devinrent longues. Nous remplissons nos vies de bruit pour ne pas entendre ce que nous ressentons vraiment. À chaque arrêt, il observait les passants, les familles, les moines drapés d'orange, et il ressentait un vide qu'il n'avait jamais voulu affronter. Il se sentait seul. Vraiment seul. Il avait toujours cru être indépendant, capable de se débrouiller par lui-même. Mais sans technologie, sans moyen d'appeler qui que ce soit, il était vulnérable. À mi-chemin, alors qu'il s'arrêtait dans un petit village, il fit la rencontre d'Amar, un vieil homme aux cheveux blancs et aux yeux pétillants. Amar parlait peu, mais il semblait deviner tout ce que Max ressentait. Ils partagèrent un thé sur une terrasse surplombant le Gange. « Tu es perdu, n'est-ce pas ?» demanda Amar dans un anglais teinté d'un fort accent. Max haussa les épaules. « Je crois que c'est un peu le but de mon voyage. » Le vieil homme sourit et pointe l'eau du fleuve. « Regardez ce courant. Il coule toujours dans la même direction. Pourtant, vois-tu ces tourbillons ? Ils paraissent désorientés, mais en vérité, ils avancent quand même, comme toi. » Max resta silencieux. Amar pose une main sur son épaule. « Arrêtez de chercher où aller. Laisse-toi porter. » Les jours suivants, Max abandonna toute tentative de planification. Il mangea dans des échoppes de rue où il n'aurait jamais osé s'arrêter avant. Il partagea un repas avec une famille qu'il invita spontanément après l'avoir vu seul sur un banc. Il aida un pêcheur à remonter ses filets au levier du soleil et petit à petit, il découvrit une autre manière de vivre. Se connecter aux autres sans écran, sans excuses. Les discussions n'étaient pas filtrées par un téléphone, les moments n'étaient pas interrompus par des notifications,
tout était plus intense, plus vrai. Une nuit, alors qu'il était allongé sous les étoiles au bord du fleuve, une pensée brutale le frappa. Toute ma vie, j'ai fui la solitude. Il s'était toujours entouré de distractions, le travail, les écrans, les relations superficielles. Mais maintenant qu'il n'avait plus rien, il devait faire face à lui-même et pour la première fois. Il se sentait bien avec lui-même. Le 7e matin, Max se leva avant l'aube et marcha jusqu'aux rives du Gange. Il observa les pèlerins qui, dans un rituel millénaire, plongeaient dans l'eau sacrée, cherchant la purification et le renouveau. Sans y réfléchir, il enleva ses chaussures et avança lentement dans l'eau froide. Les vagues lui chatouillaient les genoux, le courant frôlait sa peau comme une promesse. Puis, dans un geste instinctif, il plongea entièrement. L'eau l'enveloppe comme une renaissance. Quand il refit surface, le soleil apparaissait à l'horizon, teintant le ciel d'orange et de rose. Il était prêt pour un nouveau départ. Chapitre 7. L'expérience de l'échec. L'avion atterrit à Paris sous un ciel plombé. La lumière grise contrastait avec les teintes dorées de l'Inde, mais Max n'était plus le même homme. Le voyage l'avait transformé. Il avait appris à affronter ses peurs, à lâcher prise, à vivre dans l'instant, à exister sans distraction. Et maintenant, il voulait agir. Dans le taxi qui le ramenait chez lui, il réfléchissait à son avenir. Que veux-tu vraiment ? Cette question le hantait depuis des semaines et désormais, il connaissait la réponse. Il voulait créer. Il voulait entreprendre. Il voulait partager tout ce qu'il avait appris. C'est ainsi qu'il prit sa décision, il allait créer son propre projet. Dès le lendemain, Max se lança dans la construction d'une plateforme de coaching et de développement personnel, inspirée de son propre parcours. L'idée était simple mais puissante, proposer des formations et des expériences immersives pour aider ceux qui, comme lui, cherchaient un nouveau départ. Il travailla sans relâche, il mit toutes ses économies dans le projet et s'entoura de partenaires motivés. Il planifia une grande campagne de lancement, l'enthousiasme était à son comble, car il était convaincu que ce projet allait révolutionner des vies. Mais rapidement, les premières fissures sont apparues. Le budget explosait, chaque jour, des imprévus surgissaient. Les délais s'allongeaient, l'équipe n'était pas aussi réactive qu'il l'espérait, les investisseurs hésitent, à la découverte de son concept, intéressant, mais pas assez rentable, le marché était saturé. La concurrence était grossière, et il peinait à se différencier. Les premiers mois, il tenta d'ignorer les signaux d'alarme. Il se disait que c'était normal. Que tout entrepreneur passe par des moments difficiles. Mais peu à peu, l'enthousiasme laissa place au doute puis au stress et à l'angoisse. Après 6 mois d'efforts acharnés, le verdict tomba. Le projet était un échec total, l'argent s'était évaporé, l'équipe s'était disloquée, le site web était un désert et finalement, il ne lui restait plus rien. Max était vide. Il passe des jours enfermé chez lui, incapable de regarder en face la réalité. Il se disait « J'ai tout gâché, je suis un imposteur, je n'aurais jamais dû me lancer ». L'échec était écrasant. Un soir, alors qu'il errait dans les rues de Paris, il finit par atterrir dans un petit bar. Au fond de la salle, un homme était assis seul, un verre à la main. Il dégageait en lui une présence calme et puissante. Max reconnut Antoine, un entrepreneur à succès dont il avait entendu parler, c'était un homme qui avait bâti plusieurs empires. Il n'avait rien à perdre, alors, il s'approche. « Vous êtes Antoine, n'est-ce pas ?» L'homme leva les yeux et hocha la tête. « Ça dépend. »« Qui me demande ?» Max hésite. Puis, d'une voix tremblante, il lâcha. « Un mec qui vient de tout foirer. » Antoine haussa un sourcil, puis lui fit signer de s'asseoir. « Raconte-moi. » Max vida son sac. Il raconta tout, l'ambition, le projet, les espoirs, puis la chute brutale. Antoine l'écouta sans l'interrompre, puis il posa son verre et déclare. « Félicitations. » Max fronce les sourcils. « Pardon ?» Antoine sourit. « Tu viens de passer le premier vrai test. » « Lequel ? Celui de l'humiliation ? Non. Celui de tout entrepreneur. Celui de la vie. » Il s'adossa à son siège et continua. « Tu penses que tu as échoué.
Mais en réalité, tu viens de gagner quelque chose de bien plus précieux que l'argent, l'expérience. Max le regarda, incrédule. Tu te fiches de moi ? Pas du tout. La plupart des gens échouent une fois, et abandonnent. Ils passent leur vie à regretter. Mais ceux qui réussissent, eux, voient l'échec comme un enseignement. Ils lèvent un doigt. Tu viens d'apprendre ce qui ne marche pas. Tu viens de comprendre ce que tu dois améliorer. L'échec n'est pas une fin. C'est un test. Max resta silencieux, puis Antoine poursuivit. Tu connais l'histoire de Dyson ? Max secoua la tête. 5127 prototypes. Quoi ? James Dyson. Il a testé plus de 5000 versions avant de créer son premier aspirateur révolutionnaire. Antoine prit une gorgée de son verre. Si Dyson s'était arrêté à la première tentative ratée, il resterait un inconnu. Un silence s'installe, puis, Antoine se pencha vers Max et lui pose la question. Maintenant que tu as échoué, que vas-tu faire ? Max sentit un frisson lui parcourir le corps. Jusqu'ici, il voyait son échec comme un mur infranchissable, mais Antoine lui montrait qu'en réalité, c'était une porte et tout dépendait de ce qu'il choisirait de faire maintenant. Il pouvait se lamenter et tout abandonner ou il pouvait analyser ses erreurs, apprendre et repartir différemment. Lui qui avait voyagé à travers le monde, cherché des réponses, appris à lâcher prise, il réalisait que le plus grand test était ici, chez lui. L'échec n'était pas une fin, c'était une étape. Le lendemain matin, alors qu'il s'apprêtait à quitter son appartement, il trouva une nouvelle enveloppe. Il l'ouvrit avec une excitation nouvelle. « Tu es tombé, mais as-tu appris à te relever ?» Sous cette phrase se trouvait une nouvelle adresse. New York. Max sourit, l'aventure n'était pas terminée. Chapitre 8. L'importance des relations véritables. L'adresse inscrite sur la dernière lettre ne menait pas à une nouvelle destination exotique, cette fois, le voyage était intérieur. Max savait ce que cela signifiait avant même d'ouvrir l'enveloppe. Tu as parcouru le monde pour te comprendre. Mais avant d'aller plus loin, il reste un dernier endroit à explorer, ton passé. Et sous cette phrase, une adresse. Celle de son père, son estomac se serra. Cela faisait 8 ans qu'ils ne s'étaient pas parlé. Max avait grandi dans une maison silencieuse, où l'amour se mesurait en gestes plus qu'en mots. Son père, Jean, était un homme dur, taiseux, façonné par une époque où les émotions étaient une faiblesse. Il ne l'avait jamais battu, jamais insulté, mais il ne l'avait jamais non plus encouragé, soutenu, ou dit qu'il était fier de lui. Le jour où Max était parti s'installer à Paris, il y avait eu la dispute de trop. Des paroles froides, tranchantes, puis un silence de plusieurs années. Aucune contestation grandiose, aucun coup de théâtre, juste une distance qui s'était installée, et qui ne s'était jamais réduite. Assis dans un train en direction de sa ville natale, Max fixait son reflet dans la vitre. Il se demandait pourquoi est-ce si difficile de revenir ? Il avait escaladé des montagnes, affronté des vagues déchaînées, survécu sans technologie au cœur de l'Inde. Mais rien ne l'effrayait autant que cette conversation avec son père. La vieille maison familiale n'avait pas changé, le jardin était légèrement négligé, il y avait une voiture garée de travers dans l'allée. Max inspire profondément avant de sonner, quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrait, son père était là. Un peu plus voûté, quelques cheveux blancs de plus, mais le même regard, toujours aussi impénétrable. Il ne disait rien, Max non plus, puis, après un silence pesant, Jean se contenta de tourner les talons et de laisser la porte ouverte derrière lui. D'un geste discret, il lui donna une invitation à entrer. L'atmosphère de la maison était figée dans le temps, il y avait une vieille horloge qui rythmait le silence, Jean se servit un café et fit glisser une tasse vers Max, cela toujours sans parler. Finalement, ce fut Max qui brisa la glace. 8 ans. Jean hocha la tête, fixant sa tasse. Oui. Puis Jean reprit, d'une voix plus rauque qu'il ne s'en souvenait pas. Pourquoi es-tu venu ? Max serra sa tasse entre ses doigts. Il ne voulait pas tourner autour du pot. Parce que j'en ai marre d'éviter cette conversation. Son père posa lentement sa tasse. Et quelle conversation, exactement ? Max sentit un mélange d'agacement et d'émotion lui monter à la gorge.
Celle qu'on aurait dû avoir il y a des années, celle où on aurait dû dire pourquoi on a arrêté de se parler. Jean haussa légèrement un sourcil, comme si la question le surprenait, puis il répond simplement. Parce que c'était plus facile. Max sentit son souffle se couper, il avait passé des années à croire que son père l'avait oublié, qu'il ne voulait plus entendre parler de lui, mais il comprenait maintenant que Jean n'était pas en colère. Il était perdu. Jean se leva et marcha lentement vers la fenêtre. J'ai toujours fait ce que je pensais être juste. Il marque une pause, cherchant ses mots. Mais je n'ai jamais su comment être un père. L'aveu était brut, inattendu, Max sentit un frisson lui parcourir le corps. Son père continue, toujours à parler sans le regarder. Mon propre père ne me parlait pas. J'ai cru que c'était normal. Il laissa échapper un léger rire amer. J'ai toujours cru qu'être un bon père, c'était assurer un toit, mettre de la nourriture sur la table. Je ne savais pas qu'il fallait autre chose. Il secoua la tête. Et quand tu es parti, je ne savais pas quoi faire. Alors je n'ai rien fait. Le silence tombe entre eux et cette fois, c'était un silence plein de vérité. Max aurait pu répondre à 1000 choses. Lui reprocher son absence émotionnelle. Lui dire que pendant des années, il avait attendu un mot d'encouragement, un simple « je suis fier de toi ». Mais il réalisa que ce n'était plus nécessaire, son père venait de lui offrir quelque chose de bien plus rare que des excuses, la vérité. Alors, il convient à quelque chose d'inattendu. Il sourit. On est aussi nuls l'un que l'autre en communication, hein? Son père avait un léger rire. Ça pourrait bien être le cas. Il y eut un autre silence, puis Max posa sa main sur la table, comme un pont invisible tendu vers son père. Il n'est pas trop tard, tu sais. Jean hocha lentement la tête. Je sais. Et, dans ce geste discret, dans cette conversation imparfaite mais sincère, une barrière tomba. Le reste de l'après-midi se passe différemment. Ils parlèrent. Pas de sujet profond. Pas de grandes déclarations. Mais ils parlèrent, du jardin qu'il fallait entretenir, de la voisine qui s'inquiétait de ne plus voir Max, de souvenirs d'enfance qu'ils partageaient. Bref, des choses simples, mais c'était un début. Quand Max quitte la maison en fin de journée, il se sentait léger et pour la première fois depuis longtemps, il avait fait la paix avec son passé. Il marcha lentement vers la gare. Puis, comme à chaque étape de son voyage, il trouve une nouvelle enveloppe dans la poche de sa veste. Tu as appris à guérir. Es-tu prêt à bâtir quelque chose de nouveau? Une nouvelle destination, Tokyo. Max sourit. Cette fois, il ne fuyait plus son passé, il avançait vers son avenir. Chapitre 9. Oser suivre son rêve. Le vol pour Tokyo s'est déroulé dans un calme étrange. Pas d'appréhension, pas d'anxiété. Juste un silence paisible en lui. Max regardait la ville défiler sous ses yeux depuis le train qui l'amenait au centre. Tu as appris à guérir. Es-tu prêt à bâtir quelque chose de nouveau? Ces mots résonnaient en lui. Après avoir exploré le monde, fait face à ses blessures, appris à lâcher prise, il était temps de créer et pour la première fois, il savait exactement quoi faire. Écrire un livre. Max s'était toujours imaginé écrivain, enfant. Il noircissait des cahiers, créait des mondes, écrivait des histoires qu'il ne montrait à personne, puis la vie avait suivi son cours. L'école, le travail, les responsabilités petit à petit, il avait étouffé son rêve. Il se disait « un livre ? Qui suis-je pour écrire ? Personne ne voudrait me lire, et si c'est un échec total ?» Alors, il n'avait jamais osé. Jusqu'à maintenant. Au détour d'une ruelle calme de Shinjuku, Max avait trouvé un petit café littéraire. À l'intérieur, il y avait des écrivains installés devant leurs carnets, des lecteurs plongés dans leurs ouvrages et une atmosphère feutrée, inspirante. Il s'assit près de la fenêtre, une tasse de thé devant lui, le cahier noir qu'il venait d'acheter reposait sur la table qui n'attendait plus que lui. Mais il hésita. La peur du regard des autres était toujours là et si son livre était médiocre? Et s'il n'avait rien d'intéressant à dire? C'est alors qu'une voix l'interrompt. Tu veux écrire, mais tu as peur, n'est-ce pas? Max lève les yeux. Devant lui, se trouvait une femme d'une 5e année, élégante et posée, son regard perçant semblait voir à travers lui. Je suis Akiko.
écrivaine et éditrice. Max fronce les sourcils. Comment savais-tu ? Elle sourit. Parce que tu regardes ton cahier comme s'il allait te juger. Il ne put pas s'empêcher de rire. Akiko s'assit sans attendre d'invitation. C'est ton premier livre ? Oui. Alors tu es au bon endroit. Max parle longuement avec Akiko, il lui confia ses doutes, la peur de ne pas être légitime, la crainte d'être jugé et l'angoisse du rejet. Elle l'écouta en silence. Puis, elle répondit d'une voix douce. Tu crois que les écrivains qui réussissent sont ceux qui n'ont pas peur ? Il secoua la tête, elle secoue la sienne aussi. C'est faux. Ceux qui réussissent sont ceux qui écrivent malgré la peur. Elle pose une main sur son carnet. Ton histoire compte. Mais elle ne comptera que si tu l'écris. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Max a enfin ouvert son carnet, il respire profondément, puis, il écrivit la première phrase. Un jour, j'ai reçu une lettre qui a changé ma vie. Les mots coulaient, naturellement, bruts, sincères. Il ne cherchait pas à être parfait, il écrivait et c'était tout ce qui comptait. Les jours passèrent, Max remplissait les pages. Mais plus il avançait, plus une pensée lui revenait, et si ce livre n'était pas assez bon ? Il doutait, relisait, effaçait. Un soir, il revient voir Akiko. Je crains que mon livre ne plaise à personne. Elle lui tendit une feuille. Le livre parfait n'existe pas. Le seul échec, c'est de ne pas continuer à écrire. Elle posa une main sur son épaule. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais tu peux toucher ceux qui en ont besoin. Max comprit, il n'écrivait pas pour être parfait, il écrivait pour être vrai. Des semaines plus tard, Max tapait les dernières lignes de son manuscrit. Il le relut une dernière fois et il sentait un mélange d'excitation et de peur, puis il fit ce qu'il n'aurait jamais cru possible, il envoya son livre à un éditeur. Les semaines passèrent. Un jour, une lettre arriva dans sa boîte aux lettres. Max l'ouverture, le cœur battant. Votre manuscrit nous a profondément touchés. Nous aimerions en discuter avec vous. Il relut plusieurs fois la phrase, incrédule. Quelqu'un croyait en son livre, en lui, il se mit sourire. J'ai osé. Et c'est le plus beau des succès. Ce soir-là, il trouva une nouvelle enveloppe sur son bureau. Il la décacheta, un sourire aux lèvres. Tu as écrit ton histoire. Es-tu prêt à la partager avec le monde ? Sous cette phrase, une nouvelle adresse. New York Conférence internationale sur le développement personnel. Max posa la lettre, il était temps de parler de son livre. Chapitre 10. La révélation, qui est l'expéditeur des lettres ? Le vent soufflait sur New York, faisant vibrer les vitres du grand auditorium. Max regardait la salle bondée devant lui. Il était sur le point de donner une conférence pour parler de son livre, de son voyage, de tout ce qu'il avait appris. Tu as écrit ton histoire. Es-tu prêt à la partager avec le monde ? Cette phrase, tirée de la dernière lettre, résonnait encore en lui, mais quelque chose n'allait pas. Depuis son premier défi, chaque lettre l'avait guidé avec une précision troublante. Comme si quelqu'un connaissait déjà son destin et ce soir, une dernière lettre l'attendait sur son pupitre. Il la prit d'une main tremblante. L'ouverture est lente, puis il la lut. Tout devait arriver ainsi. Tout était écrit. Maintenant, il est temps que tu saches la vérité. Max sentit un frisson parcourir son corps. À la fin de la conférence, une adresse était inscrite au bas de la lettre. C'était l'adresse d'une bibliothèque cachée, au cœur de Manhattan. Il s'y rendit, l'adrénaline battant dans ses tempes. L'endroit était calme, presque hors du temps. De vieux livres s'entassaient sur des étagères en bois massif, et la lumière tamisée donnait à la pièce une aura mystique. Au fond de la salle, une silhouette l'attendait. Max s'arrêta net. L'homme était assis, le dos droit, les mains croisées devant lui. Lorsqu'il releva la tête, Max eut le souffle coupé. Il se regarderait lui-même. L'homme qui se tenait devant lui était lui-même, mais en plus âgé. C'était un Max d'une quarantaine d'années, au regard plus sage, plus profond, marqué par le temps mais apaisé. Max balbutia, incapable de croire ce qu'il voyait. Qui es-tu ? L'autre Max sourit.
celui que tu es censé devenir. Le monde semble vaciller autour de lui. L'autre Max posa une main sur une pile de carnets devant lui. Tu te demandes comment c'est possible, n'est-ce pas? Max hocha la tête, incapable de parler. Il y a quelques années, j'étais perdu. Comme toi avant de commencer ce voyage. Il tapota les carnets. J'ai commencé à écrire. Tout ce que je savais, tout ce que j'aurais aimé entendre plus jeune. J'ai imaginé un guide. Une façon de me parler à moi-même dans le passé. Il marque une pause. Et puis un jour, quelque chose d'incroyable est arrivé. Max écoutait, le cœur battant. J'ai trouvé une lettre. Une lettre que je m'étais écrite, moi-même, il y a longtemps. Une lettre qui m'a guidée, comme celle que tu as reçue. Max fronce les sourcils. Tu veux dire que c'était écrit depuis toujours? L'autre Max secoue la tête. Non. Je veux dire que c'est toi qui as écrit ton propre destin. L'autre Max se leva et marcha lentement autour de la pièce. Toute ta vie, tu as cru que tu étais perdu. Que tu attendais un signe, une direction. Il le fixa droit dans les yeux. Mais le signe, c'était toi. Max sentit son cœur s'accélérer. Tu veux dire que je me suis envoyé ces lettres à moi-même? L'autre Max acquiesce. D'une certaine façon, oui. Chaque lettre contient ce que tu savais déjà au fond de toi. Chaque défi n'était qu'une épreuve pour révéler ce que tu avais toujours été. Il posa une main sur l'épaule de Max. Je ne suis pas un guide extérieur. Je suis simplement la preuve que tu peux devenir celui que tu rêves d'être. Max était abasourdi. Toutes ces années, il avait attendu des réponses de l'extérieur, mais les réponses avaient toujours été en lui. Les lettres, les défis, les voyages. Tout avait été une manière de révéler ce qu'il était déjà. L'autre Max lui tendit un dernier message. Tu n'as plus besoin de moi. Parce que maintenant, tu sais qui tu es. Max sent une chaleur monter en lui, c'était vrai, il n'avait plus peur et il avait trouvé sa place. L'autre Max recula lentement, comme une ombre qui s'efface au lever du soleil et avant de disparaître, il souffle une dernière phrase. Va écrire la suite de ton histoire. Max ferma les yeux un instant et quand il les rouvrit, il était seul, mais il n'avait jamais été aussi complet. Épilogue. L'acte final. Quelques mois plus tard, le livre de Max fut publié. Son histoire toucha des milliers de lecteurs, il recevait des messages de personnes qui se retrouvaient en lui, qui osaient enfin se lancer dans leur propre quête et un jour, en ouvrant sa boîte aux lettres, il trouva une enveloppe. Elle était vierge, il l'ouvre, curieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, une phrase simple. Et maintenant, que vas-tu créer? Il sourit. Tout ce que je veux. Puis il s'assit, ouvre un nouveau carnet, et commence à écrire.